C'est bon. M'arrête s'est principalement concentré sur ce que nous savons jusqu'à présent des bactéries d'un point de vue scientifique. De mon côté, je vais entrer un peu plus dans les détails pratiques concernant la vinification. Bien sûr, les énologues sont appelés à prendre quatre décisions fondamentales en ce qui concerne la fermentation malolactique. Bien sûr, la première chose à considérer, c'est si vous voulez la fermentation malolactique. S'agit-il du style de vin que vous souhaitez? Alors, si vous voulez la malolactique, allez-vous inoculer ou allez-vous attendre en espérant qu'elle se produise spontanément? Si vous envisagez l'inoculation, quand? M'arrête à mentionner les deux principales approches, la co-inoculation et l'inoculation séquentielle. Et puis bien sûr, la grande question, si vous allez ajouter des bactéries, quelles bactéries et pourquoi? Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans les détails. Bien sûr, m'arrête à montrer comment on peut avoir de vins des styles différents avec et sans malolactique. En général, le vin sans malolactique a tendance à être un peu plus frais. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il conserve un peu plus d'acidité. La sensation en bouche est celle d'une plus grande acidité. D'autre part, le vin avec fermentation malolactique, selon les bactéries et les moments où elles sont ajoutées, ont tendance à donner des styles de vin un peu plus fruités, plus beurrés, plus butyriques ou de vins plus complexes en général. C'est pourquoi la malolactique est privilégiée, surtout dans le cas de rouge. Donc une fois que vous avez décidé que vous voulez une fermentation malolactique, la grande question est si vous allez utiliser des bactéries ou faire une fermentation malolactique spontanée. Donc les deux options ont des avantages et des inconvénients, bien sûr, mais en général, le processus spontané est risqué. Nous avons la chance en Espagne et en Afrique du Sud, nous avons des températures qui sont assez élevées. Donc en général, les fermentations spontanées sont un peu plus faciles à nos latitudes. Mais bien sûr, il y a toujours un risque d'une fermentation partielle ou d'une absence totale de fermentation. C'est pourquoi, en raison de ces risques, on s'est efforcé de trouver des solutions au cours des 20 à 30 dernières années pour garantir une fermentation malolactique complète. Donc la sécurité est un aspect important. Et ce que nous avons vu au cours des 15 dernières années et qui est devenu un véritable focus, c'est l'impact de la fermentation malolactique sur le profil sensoriel du vin. Nous allons également l'examiner brièvement. D'habitude, je marche un peu partout sur la scène, mais on m'a dit rester ici, alors aujourd'hui, je ne bouge pas. Alors, si vous regardez les préférences des bactéries en termes de pH, de soufre, d'alcool, etc., et que vous comparez cela à ce qu'elles doivent endurer, une fois que vous les mettez dans les mous ou dans les vins, vous pouvez voir qu'il y a une sacrée différence. Et comme l'a dit Marette, aucun de ces facteurs n'est indépendant, dans le sens qu'ils s'influencent mutuellement, donc comme on le sait, les pH, les soufres, etc. Donc on ne peut pas véritablement examiner un seul facteur à la fois. Il faut vraiment étudier leur interaction et leur synergie. Et c'est justement pour cette raison que les cultures bactériennes du commerce ont été développées, parce que nous devons faire travailler les bactéries dans des conditions différentes par rapport aux conditions qu'elles privilégient. Je vais donc passer à un revue quelques facteurs plus ou moins généraux que les énologues qui souhaitent une malolactique doivent garder à l'esprit. Certains facteurs sont assez évidents, d'autres un peu moins. Il y a bien sûr les quatre paramètres principaux. Là, vous avez un certain contrôle, vous pouvez mesurer, ajuster, surveiller, mais vous devez être conscient de tous ces paramètres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène, je ne sais pas si c'est le cas en Espagne, mais certainement c'est le cas en Afrique du Sud, c'est un fait certain. Avec les changements climatiques, on a tendance à avoir des étés plus humides, de sorte qu'il pleut plus tard dans la saison, pendant la maturation. Donc on constate une véritable augmentation du nombre de traitements qui sont nécessaires au vignoble. Alors malheureusement, je sais bien que c'est difficile, mais il faut bien respecter les périodes d'attente avant la récolte. Donc le nombre des traitements est en augmentation, ce qui a un impact négatif sur les bactéries.
Donc dans la région notamment de la Mancha où il y a des cuves énormes, il y a un impact sur les bactéries, plus le réservoir est grand, plus la pression sur les lits bactériennes est importante. Ici, nous avons toute une liste de facteurs qui doivent être pris en compte dès lors qu'on envisage la malolactique. Comme l'a dit Marette, il y a l'interaction entre la levure choisie et les bactéries. Il faut s'assurer qu'elles s'apprécient mutuellement. Et s'il y a une fermentation alcoolique difficile ou stressante, il est probable aussi qu'il y ait des problèmes au niveau de la fermentation malolactique. Marette a mentionné la concentration de malique. Vous comme nous avons généralement le problème d'avoir des niveaux trop bas d'acide malique. Donc c'est un point également qu'il faut mesurer, contrôler. Bien sûr, il faut tenir compte de la population des bactéries qui est déjà dans votre mou provenant des vignobles. Donc, bien sûr, les bactéries, les organismes contaminants peuvent également avoir un impact négatif sur les bactéries. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des problèmes de Brettanomyces, cela pourrait avoir un impact négatif sur les bactéries. En ce qui concerne les contacts avec les lits, Marette a évoqué que de nombreux chardonnays font la malolactique en barrique. En général, cet environ semble être assez stimulant, donc cela aide généralement le processus. À propos des nutriments, si vous lisiez rien dans la diapo, la seule chose à retenir, c'est que les phosphates diamoniques, le DAP, ne fait rien pour les bactéries qui préfèrent l'azote organique. Donc, vous pouvez ajouter à tous les DAP que vous voulez, vous n'allez pas aider pour autant les bactéries et vous n'allez pas favoriser la fermentation malolactique. Dans des conditions plus difficiles, vous devez vous assurer d'avoir suffisamment d'azote organique. À propos de l'oxygène, je vais parler de la micro-oxygénation dans un instant. La micro-oxygénation semble être stimulante et bénéfique pour les bactéries. Une question que l'on me pose souvent est la suivante. Et si je fais faire une co-inoculation, qu'en est-il des tanins utilisés pour la fermentation? On va voir que certains tanins peuvent être bénéfiques pour les bactéries, mais cela dépend aussi de la souche en fonction des bactéries que vous avez. Cet essai a été fait sur du Tempranillo, ici en Espagne, il y a quelques années. Donc, nous avons les deux inoculations, la co-inoculation à gauche sans et avec micro-oxygénation et l'inoculation séquentielle sans et avec micro-oxygénation. On peut voir le traitement avec la co-inoculation et la micro-oxygénation. Et on peut voir qu'il a eu les meilleurs résultats globaux si on regarde l'intensité et la couleur. Je sais que c'est une pratique qui est assez répandue ici en Espagne. Donc souvent, on m'interroge, on me demande qu'est-ce qui se passe avec les tanins et les bactéries. Alors ici, on a une co-inoculation de type de produits bactériens avec et sans tanins, et l'autre également avec et sans tanins. En général, on a eu un impact positif en utilisant les tanins de fermentation avec les bactéries lors de la co-inoculation. Cela dépend évidemment des bactéries. Votre fournisseur devrait pouvoir vous dire si ces bactéries peuvent être utilisées avec les tanins ou pas. Et en général, l'impact des tanins sur les bactéries semble être positif. Donc, si on s'intéresse au tannisage et à son impact global sur le profil sensoriel du vin, on a sur la gauche une bactérie avec et sans tanin, globalement. Donc, on a un meilleur score organoleptique, une meilleure intensité couleur, un meilleur fruité, un meilleur caractère épicé, donc un impact très positif. Donc, en général, avec les tanins, on a un vin de meilleure qualité dans l'ensemble. Donc c'est pourquoi pendant de nombreuses années, les œnologues se sont concentrés sur la manière de réhydrater les levures. Idéalement, on devrait avoir la même attention pour les bactéries. Alors, voyons 4 facteurs à prendre en compte. Premièrement, n'utilisez pas l'eau du robinet. Les bactéries ne l'aiment pas du tout. Elles sont très sensibles au chlore. La température de l'eau idéale est de 15 à 18 degrés. Il faut savoir que dès qu'il n'y a pas assez de substrats disponibles, la biomasse bactérienne commence à diminuer. Par conséquent, la durée maximum de la réhydratation est de 15 minutes.
Et bien sûr, si vous attendez à une fermentation plus difficile, il faut envisager des nutriments, comme on l'a dit. Donc en général, je n'aime pas trop parler de réhydratation des bactéries parce que dès qu'on parle de réhydratation, les gens pensent tout de suite à la levure, au mou, à l'eau, 45 minutes et ainsi de suite. Je préfère parler dispersion des bactéries parce que dans l'idéal, il suffit bien de le mélanger dans la cuve. Donc, il n'est pas nécessaire de faire croître la biomasse comme avec les levures. Et encore une fois, la dernière recommandation est simplement de demander à votre fournisseur ce que vous devez faire et de suivre ces instructions. Vous aurez certainement un meilleur résultat final. Pour ce qui est du moment de l'inoculation, Maret en a parlé de la co-inoculation, de l'inoculation séquentielle. Dans le passé, il y avait d'autres options, l'inoculation précoce pendant la fermentation alcoolique, qui est celle qui donne les plus mauvais résultats, et puis l'inoculation tardive qui était aussi pratiquée. Mais aujourd'hui, et depuis 20 ans environ, les deux principales approches ont été la co-inoculation et l'inoculation séquentielle. Ces deux approches, comme la fermentation spontanée ou l'inoculation, ont des avantages et des inconvénients. Bien sûr, les points d'interrogation, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme style de vin. Donc, et en général, les bactéries travaillent plus facilement avec la co-inoculation, alors qu'ils travaillent moins bien avec l'inoculation séquentielle. Bien sûr, cela dépend du vin, mais disons, bien sûr, il faut être conscient de la nutrition, la température, car évidemment, après la récolte, la température commence à baisser, donc ça devient un peu plus difficile pour les bactéries. Et puis, bien sûr, il faut tenir compte de l'impact important sur les profils sensoriels, donc sur les complexes fruités par rapport à un style plus butérique. Ici, c'est juste pour montrer la différence entre la co-inoculation et l'inoculation séquentielle. En ce qui concerne les anthocyanes, en général, la co-inoculation tend à donner des concentrations d'anthocyanes plus élevées après la fermentation malolactique. Encore une fois, cela dépend des souches. Quand on se concentre uniquement sur la co-inoculation, mais sur différentes cultures bactériennes, on peut voir aussi qu'elles diffèrent aussi du point de vue de leur impact sur la couleur et sur les anthocyanes. Donc, il n'est pas acquis que vous ayez plus ou moins de couleurs, cela dépend aussi beaucoup de la bactérie choisie. Donc, nous avons donc deux Xenococcus eni à gauche et ensuite Duet, une gamme de bactéries mixtes, Xenococcus eni et Lactobacillus plantarum. Et vous pouvez voir l'impact que le choix d'un produit différent a sur la concentration. Maret a parlé également du diacétyl et de la raison principale pour laquelle vous avez des notes butyriques ou moins butyriques pendant la co-inoculation. Donc, le diacétyl a des notes beurrées très marquées avec un seuil de perception très bas. Donc il y a une évolution en acétoïne et 2,3 butanédiols qui sont des composés qui ont encore un certain impact sur les notes beurrées mais qui ont un seuil très élevé. Donc, ils doivent donc être présents en grande quantité pour avoir un impact. Donc, en général, la co-inoculation permet d'avoir beaucoup moins de diacétyl, donc moins de notes butyriques. Et donc, cela permet de faire ressortir davantage les caractères fruités. Alors, quoi inoculer? C'est le dernier point. Dans les années 80, il y a quelques années, comme l'a dit Maret, le seul but était de transformer les maliques en lactiques. Au cours des 30 dernières années, on s'est concentré sur la cinétique, bien sûr. Les micro-organismes devaient toujours faire leur travail, la conversion en malique, du malique en lactique. Mais on a commencé à ajouter également d'autres considérations. On a commencé à mesurer les pH, l'acide malique, le soufre avant d'ajouter des bactéries. Puis au cours des 10 à 15 dernières années, on s'est intéressé aussi aux implications sanitaires qui ont commencé à devenir importantes. Donc si on veut exporter vers certains pays, la concentration d'amines biogènes est importante. Et ce sont des caractéristiques qui sont très dépendantes de la souche. Donc votre fournisseur doit donc être en mesure de vous expliquer
et si votre culture bactérienne aura une influence sur l'un de ces paramètres. Et maintenant, ce qui est assez excitant et passionnant, je pense que nous atteignons aujourd'hui un stade où nous pensons aux bactéries de la même manière que nous pensons aux levures, hein, dont la levure est choisie en fonction du profil sensoriel que l'on souhaite obtenir à la fin du processus. Donc, on commence enfin à réaliser que l'on peut utiliser les bactéries pour influencer les profils sensoriels. Donc, et également, d'un côté, on a également le consommateur qui veut un style de vin spécifique. Et aujourd'hui, vous avez l'outil parfait caractérisé qui est capable d'expliquer tous ces facteurs. En ce qui concerne la culture, comme Arrête l'a mentionné, vous avez des cultures pures, des Nococcus eni, des cultures pures des Lactobacillus. Vous avez des mélanges de ces cultures. Hein. Donc, vous pouvez avoir un impact différent. Donc, comme en fonction de la souche choisie, hein, donc vous pouvez avoir un impact très différent sur les profils du vin. Les duets qui est beaucoup plus, qui présente plus des composés monoterpéniques, floraux et fruités, et nos Coccus eni a beaucoup moins. De même, pour l'inoculation séquentielle, on peut choisir une culture qui a des fruits plus mûrs, plus d'épices, alors que ce n'est pas le cas pour une autre culture. Donc, ça dépend vraiment de vous en tant qu'énologue, du style que vous voulez. Je vais très vite. On m'avait dit de parler lentement. Je suis désolée. Hein. Donc l'énologue a vraiment la responsabilité, c'est poser certaines questions. Donc quel est l'impact sensoriel souhaité avec l'ajout des bactéries? Et puis bien sûr, il y a les 4 décisions principales qu'on a évoquées en fonction de ce que vous avez à travailler, du pH du mou, de la teneur en soufre. Donc il faut décider ce que vous voulez et puis il faut comprendre quelles sont les décisions comment les décisions que vous prenez dans le processus de dévinification vont affecter vos bactéries pour arriver à une décision finale. Donc la gestion, les suivis figure 3 fois sur la liste quand les gens ont tendance à se concentrer sur la gestion de la fermentation alcoolique et à oublier les petites bactéries. Mais il faut suivre le processus et s'assurer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Muchas gracias.